Et invité exceptionnel de ce grand angle ce soir, Hadja Labib, commissaire européenne à la gestion de crise, à l'aide humanitaire et à la coopération internationale. Hadja Labib, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai beaucoup de thématiques à aborder avec vous. La situation à Gaza, bien entendu, le dossier de la reconnaissance de la Palestine ou encore les projets controversés des États-Unis pour distribuer l'aide humanitaire. Mais je voudrais que l'on commence tout d'abord, bien entendu, avec la situation à Gaza et notamment la déclaration de Tom Fletcher, le patron des opérations humanitaires de l'ONU, qui parle clairement de risque de génocide. Un mot qui n'est plus tabou. Alors, ce qui est clair, c'est que nous faisons face à une catastrophe humanitaire sans précédent, qui pose clairement une question de conscience. Parce que les réponses, elles sont là, elles existent. Il y a des camions d'aide humanitaire qui attendent à la frontière, chargés de nourriture, et qui ne peuvent être acheminés aux centaines de milliers de personnes qui, de l'autre côté, souffrent de la faim, de la famine, avec des enfants qui, depuis plus de 2 mois, n'ont accès à rien. Pas une croûte de pain n'est rentrée à Gaza depuis plus de 2 mois. C'est inadmissible. Il faut savoir que selon les conventions de Genève, selon le droit international humanitaire, Israël a l'obligation, en tant que puissance occupante, de veiller à l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Donc c'est une infraction claire, en tout cas, du droit international humanitaire que nous ne cessons d'ailleurs de dénoncer, de condamner depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois d'ailleurs. Hadja Labib, Médecins sans frontières, l'organisation humanitaire estime qu'Israël crée les conditions d'une catastrophe humanitaire délibérée. Ce sont les termes de Médecins sans frontières. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes ? Alors, Médecins sans frontières, Tom Fletcher, toutes les agences de l'ONU, des ONG internationales sont nos partenaires. Nous travaillons sur place avec eux. Vous savez, l'Union européenne est le principal donateur avec ses États membres au monde. Et nous travaillons évidemment avec ces partenaires de terrain. Nous les appuyons, nous livrons les fonds. Mais nous écoutons aussi ce qu'ils nous disent. Je les rencontre, je vois leurs difficultés et je vois surtout les centaines de milliers de personnes dans une situation extrêmement dramatique qui pose conscience, je le répète, parce que les solutions... on le sait, elles sont là au niveau pratique et on connaît aussi les solutions politiques. Jusqu'à présent, seul le dialogue, les négociations autour d'un cessez-le-feu ont permis la libération des otages. Et donc il faut revenir à ce dialogue, il faut revenir aussi à ces principes d'humanité. Quelles seraient effectivement les solutions à court terme selon vous pour réenclencher le dialogue, pour que tout cela cesse ? Alors à court terme, c'est très simple. Permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, un cessez-le-feu, relancer les négociations, aller vers une solution à long terme et pas à court terme, obtenir la libération des otages. Et à chaque fois qu'on a fait un pas dans ce sens, ça a permis la libération des otages via, il faut le rappeler, des acteurs humanitaires neutres comme la Croix-Rouge internationale. Pour l'instant, nous répondons aux extrêmes urgences quand on nous laisse l'accès. Et je peux vous annoncer, par exemple, qu'hier, un avion sanitaire, humanitaire, a été affrété par l'Union européenne et a permis l'évacuation de blessés, de patients, une 80aine de personnes à peu près, ce sont des patients et leurs familles. Alors, l'ambassadeur d'Israël à Paris annonçait dans la presse en France que l'aide humanitaire reprendra en fin de semaine prochaine, mais sous égide américaine et sous la protection de Tsahal. Une réaction, Hadja Labib, à cette information ? Alors, ce qui est en danger, je l'ai dit, c'est notre humanité à tous. Et c'est nos principes, les principes qui prévalent l'aide humanitaire. Quels sont-ils ? Ils sont simples. C'est l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance. Ce n'est que grâce à ces 4 principes clés que nous travaillons toujours dans les théâtres de guerre, quels qu'ils soient, les conflits, les crises, sans prendre parti et en donnant l'aide humanitaire à ceux qui sont dans le besoin, peu importe
leur appartenance ethnique, religieuse, leur orientation sexuelle ou que sais-je. C'est ça qui est important. Et là, on est en train de franchir de nouvelles lignes rouges avec une forme de politisation, de privatisation de l'aide humanitaire, accompagnée d'une militarisation, puisqu'elle serait distribuée, mais nous n'avons pas vu les documents, ils ne nous ont pas été distribués par l'intermédiaire de l'armée. Adja Labib, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Cette organisation privée de l'aide humanitaire, que ce soit à Gaza ou dans d'autres pays, soit un petit peu l'égide ou l'impulsion des États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et comment est-ce qu'on peut y faire face ? Bien sûr que c'est quelque chose qui nous inquiète. D'un côté, on observe le retrait des États-Unis de nombreuses agences des Nations Unies. On en parlera peut-être après. USAID a mis fin à peu près 83% de ces programmes. Ça concerne la santé, ça concerne la nutrition. C'est extrêmement grave. Ce sont des millions de personnes qui font face à des portes closes, qui n'ont plus de vaccins, qui n'ont plus de médicaments, qui n'ont plus de nourriture. À côté de cela, on voit des propositions sur la table de privatiser, donc de donner à un secteur privé qui ne correspondra peut-être pas donc en rien à ce qui forme la colonne vertébrale du système humanitaire dans son ensemble. J'ai parlé de ces principes, c'est la neutralité, l'impartialité, l'indépendance et donc donner finalement cette aide humanitaire, la livrer selon les besoins et pas selon l'appartenance religieuse, ethnique, politique ou que sais-je. Adja Labib, je voulais vous faire réagir à une information qui vient de nous tomber à l'instant. L'ONU déclare que l'organisation ne participera pas à la distribution d'aide de la nouvelle fondation américaine à Gaza. Une première réaction à cette information qui vient de tomber à l'instant? Mais c'est dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire, et la Commission européenne ne fourniront pas de fonds à ces entreprises privées. Il est clair que nous ne travaillerons pas dans un système qui met à mal les valeurs. Nous travaillons sur base de ces valeurs. C'est l'ossature même, c'est notre ADN, celui de l'Union européenne, qui est basé sur des principes de paix aussi, de tolérance et d'égalité. Et quand ils sont mis à mal par un système dangereux d'ailleurs, parce que le risque au bout du compte, c'est de voir ce système contaminé peut-être lorsqu'il sera mis en place, s'il est mis en place. Et on verra avec quels fonds. D'autres régions soumises à des conflits, on risque de voir d'autres bandes armées, d'autres pays décider de distribuer, mais selon quels critères, de nouveau, et à qui aura droit à cette aide humanitaire? Madame la commissaire européenne, je voulais qu'on aborde à présent le dossier de la reconnaissance de la Palestine. C'est un dossier relancé par Emmanuel Macron, le président français. Il y aurait une réunion, on le rappelle, à l'ONU sur la question début juin. Est-ce que selon vous, on peut y croire? Est-ce que selon vous, c'est utile? Pour rappel, vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier quand vous étiez ministre des Affaires étrangères en Belgique. Écoutez, j'apprécie évidemment toutes les tentatives, les projets qui visent à une solution sur le long terme. Et c'est clair que ce n'est que lorsque il y aura un État palestinien, lorsqu'on mettra enfin en œuvre cette solution à deux États, qu'il y aura une véritable vision à long terme avec une sécurité aussi, une reconnaissance de part et d'autre. Maintenant, l'urgence, c'est vraiment l'aide humanitaire, c'est le cessez-le-feu, c'est la libération des otages. J'ai l'impression aussi qu'on revient à ce qui prévalait avant les attaques d'octobre 2023, où on avait déjà lancé ces réunions et groupes de travail sur ce qu'on appelait à l'époque le jour d'après. Donc voilà, je suis dans l'expectative, je soutiens toute initiative de nouveau, mais il faut voir dans quelles conditions, de quel territoire parlons-nous, de quelle autorité parlons-nous aussi, avec quelle gouvernance. L'Union européenne travaille à renforcer aussi la gouvernance de l'autorité palestinienne. Il faut savoir aussi si cette autorité aura accès à la mer, par exemple, aura accès à un accès international, aura des fonds. Vous savez que tout cela est bloqué pour l'instant. Donc il faut voir le problème dans sa globalité avec
l'ensemble aussi des pays de la région. Vous qui êtes directement sur ces dossiers, Hadja Labib, est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne, les différents pays européens, arrivent à avoir les coups des franches pour faire avancer tous ces dossiers, où tout cela est finalement compliqué, que l'Union européenne perd un petit peu de son influence ? Vous savez, l'Union européenne, quand il s'agit de politique extérieure, dépend de l'avis de 27 États membres qui doivent être tous ensemble d'accord sur la politique à mener. C'est la règle de l'unanimité quand il s'agit de toute action de politique extérieure. Aujourd'hui, le paysage mondial, j'ai envie de dire, et pas seulement celui de l'Union européenne d'ailleurs, est fragmenté avec des positions différentes qui sont liées aussi d'un côté parfois sur les positions géostratégiques, leur passif aussi, leur passé, leur histoire propre. Mais je pense qu'il y a un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que la région entière ne sera en paix que lorsqu'il y aura la mise en place de la solution à deux États, la reconnaissance d'un côté d'un État palestinien, la reconnaissance par l'ensemble des pays de la région de l'État israélien, des solutions pour préserver l'autonomie, la sécurité, garantir la prospérité, l'indépendance, la souveraineté et les limites aussi frontalières des deux États. Hadja Labib, il nous reste une grosse trentaine de secondes pour conclure. Et je voulais qu'on revienne sur une déclaration que vous avez faite en guise de conclusion et savoir, est-ce que selon vous, on a basculé dans un autre monde? Puisque vous avez dit que les Européens doivent apprendre la culture de la crise et peut-être déjà à l'école. Écoutez, de nouveau, on parle de fragmentation, on parlait de fragmentation de l'Union européenne. Si vous posez cette question à un Finlandais, qui est habitué à avoir un voisin, la Russie, avec lequel il partage plus de 1000 kilomètres de frontières. L'état de préparation, de gestion du danger, d'une crise imminente, fait partie de leur ADN. Vous posez la même question, et nous avons fait l'exercice. À un Espagnol, il vous dira, ce sont les feux de forêt. Peut-être les inondations depuis les événements de Valence. Un Belge, il ne saura pas vous répondre. Un Français, la réponse variera sensiblement si vous la posez à des Français du Sud, où il y a des risques d'incendie, de feux de forêt, ou du Nord, où on n'est plus sujet aux inondations. Donc, il s'agit aujourd'hui d'unifier la perception du danger, de prendre en compte la digitalisation de nos sociétés. On l'a vu encore avec le blackout dont a été victime l'Espagne tout récemment, qui a conduit quand même à une mise à plat du système, où, comme je le disais d'ailleurs, les cartes bancaires n'étaient plus que des bouts de plastique, où aucune forme de communication n'était possible, et donc une radio aurait été utile, et ainsi de suite. Et donc se préparer finalement, c'est éviter les mouvements de panique, c'est être rassuré sur sa propre résilience, c'est prendre soin de soi et prendre soin des autres, et permettre aussi au gouvernement, aux autorités, d'avoir plus ou moins, par exemple, quand on parle de l'autosuffisance, de l'autonomie de 72 heures, de répondre de façon globale, d'apporter la réponse au niveau des autorités. Donc chacun doit être acteur de sa propre sécurité. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Hadja Labib, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions dans ce grand angle. Merci beaucoup.